Et donc, Camille, si tu veux dérouler le diaporama, puisque c'est toi qui as la main dessus. Donc, un petit mot d'abord pour remercier et les personnes présentes et les organisations que peuvent être les entreprises contre le cancer et la Ligue contre le cancer, qui sont des partenaires de l'association Sécurité Solaire depuis très, très longtemps maintenant et qui soutiennent particulièrement, avec du financement, il faut être clair, ce projet qu'on va évoquer aujourd'hui et pour lequel il y a ce premier webinaire d'organiser. Un petit mot aussi pour la Fondation de l'Université de Bordeaux et le laboratoire de Cécile Delcourt, on en reparlera. Ce sont deux entités évidemment fondamentales pour le travail qui va être présenté aujourd'hui, mais on y reviendra. Quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'association. Elle s'est créée au milieu des années 90. Elle est reconnue d'intérêt général. Notre objet, c'est surtout la prévention primaire, mais on fait aussi un peu de prévention secondaire au sens où on encourage les gens à se dépister. On ne monte pas d'opération de dépistage massif, mais naturellement qu'on encourage l'autosurveillance et puis la consultation à visée préventive secondaire. Les principaux partenaires, vous les avez à l'image. J'en ai cité quelques-uns, mais je passe rapidement là-dessus pour vous parler surtout donc des actions que nous menons. Les trois grands domaines. Camille, si tu veux passer. Trois grands domaines. Alors d'abord, avant de parler des actions, le conseil scientifique qui pilote le travail de l'association. Marie-Thérèse Leccia est présidente et présente. Merci beaucoup. Thierry Douki, Jean-François Doré sont également, vous le voyez, dans le conseil scientifique, et Colette également, qui en plus sont trésorières. Il nous manque, c'est dommage, mais heureusement, nous avons Alicia Torriglia, il nous manque notamment le professeur Thierry David, notre secrétaire général, qui est le patron de l'ophtalmo à la team. Il s'excuse, il ne pouvait pas venir. Mais je dis qu'il nous manque parce qu'on a vraiment cet objet de travailler doublement. Souvent, on parle de soleil, cancer de la peau, mais non, il y a aussi beaucoup d'effets négatifs sur les yeux qu'il convient de prévenir. Et naturellement, d'en informer la population, on sait qu'on a un vrai déficit là-dessus. Bon, vous voyez l'équipe, les deux personnes à retenir sont Camille et moi-même pour vous aujourd'hui, mais vous voyez les autres personnes avec qui contribuent et qui travaillent avec nous. Donc, nos trois principaux champs d'activité, la diffusion des indices d'UV, un gros travail dans le secteur éducatif avec le ministère de l'Éducation et l'association Passerelle, qui est un club pour l'UNESCO, et enfin le secteur professionnel, qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Donc, pour en venir précisément sur ce point, la prévention au milieu professionnel, les objectifs généraux sont avant tout de sensibiliser, d'informer, d'éduquer à la fois les employeurs et les employés. On sait qu'on a un déficit de connaissances et de prise en compte de ce risque solaire en milieu professionnel. Donc, aider à mieux identifier les situations à risque élevé, que ce soit un risque individuel ou un risque environnemental. Je parle donc de type de peau ou de conditions d'ensoleillement particulièrement dangereuses. De bien identifier, bien de connaître ces risques, c'est le minimum. Bien sûr, ces risques cutanés, mais aussi donc les risques oculaires. Promouvoir les mesures de protection qui vont bien, c'est naturel, qu'elles soient organisationnelles ou de l'ordre de la protection des travailleurs. Et bien sûr, et on n'oubliera pas, profiter de ce programme pour promouvoir aussi la détection précoce, qu'il s'agisse d'autosurveillance ou de consultation médicale. Opérationnellement, on va en parler dans à peu près 10 minutes. Il va s'agir de produire des données scientifiques, en particulier pour mieux évaluer les parts attribuables de risques aux expositions professionnelles. Je parle naturellement des risques de cancer de la peau ou de dommages oculaires. Co-construire, mettre en œuvre et évaluer des actions de prévention pilote. Ça sera présenté dans la deuxième partie, en tout cas des pistes auxquelles on a songé, pour arriver à la production d'un guide de bonne pratique, d'une part, qui pourrait prendre plusieurs formes ou qui pourrait comporter plusieurs parties, notamment dès qu'il soit spécifique à des secteurs d'activité. On ne va pas se protéger du soleil dans le BTP comme on va le faire en mer. Et produire un guide méthodologique pour aider des organisations, que ce soit des mutuelles, des associations, des centres de médecine du travail, de monter des choses sur un plan entre guillemets un peu méta, c'est-à-dire réunir différentes organisations pour construire eux-mêmes un programme d'action par la suite. Et puis, avant de céder la parole, je vais vous parler un petit peu du programme. Tout ceci s'étale grosso modo sur les 3 prochaines années. 2022-2025, c'est l'étude épidémiologique que va vous présenter
Audrey Couleur-Grégoire. Le montage de partenariats pour ce qui est des actions, on va chercher à monter des partenariats, co-concevoir ces actions dans le courant de l'année 2022, les mettre en œuvre et les évaluer l'année suivante, donc en 2023. Et l'année 2024 et 2025 étant dédiée à l'analyse de tout ça, à la fin des actions qui n'auront pas pu être mises en œuvre l'année précédente pour éditer et valoriser les outils en question. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de transmettre le micro à Audrey pour une présentation de l'étude épidémiologique, je crois qu'il y a encore d'autres points avant, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit point avec M. Vissot, Hervé, de la Direction générale du travail, car il y a eu au mois d'août dernier une nouvelle loi pour renforcer la prévention en santé au travail. M. Vissot. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Vissot, je suis chef du pôle risque physique au bureau des conditions de travail numéro 2 de la Direction générale du travail. Et en fait, j'ai pour mission d'élaborer et d'accompagner la réglementation sur les risques physiques. Voilà. Donc, on m'a demandé de vous présenter rapidement la loi santé au travail, la loi du 2 août, qui est sortie cet été et qui vise à moderniser et continuer à renforcer la prévention des risques au travail. Donc, l'objectif de la loi était de poursuivre la modernisation du système de santé au travail autour de 4 objectifs. Je vous rappelle qu'il y avait eu un décret de 2016 qui avait commencé un peu à initier ce travail. Et entre-temps, il y a un rapport qui a été établi par les parlements, le fameux rapport Lecoq, qui faisait un certain nombre de recommandations sur éventuellement la réorganisation de la prévention au travail. Donc, l'objectif de cette loi, c'est fixé selon 4 objectifs principaux. Renforcer la prévention et décloisonner santé publique et santé au travail. Donc ça, c'est une phase qui est importante. Casser cette barrière qu'il y avait entre la médecine de ville et la médecine de travail. Donc ça, c'est un axe important. Insérer clairement dans le nom des services de santé au travail qui deviendront des services de prévention et santé au travail. Donc renforcer le rôle des SSTI, des services de santé, des médecins du travail dans la prévention des risques. En parallèle, c'est renforcer le dispositif de dialogue social et redonner toute son importance aux documents uniques, avec obligation pour l'employeur de mettre un programme d'action des préventions des risques par rapport aux différents risques qu'il a dans son document unique. Autre point important sur c'est la création du passeport de prévention, sur lequel on va demander une traçabilité pour chaque travailleur de toutes les attestations, certificats ou diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre de la prévention santé et sécurité au travail. Le deuxième point important en lien avec les services de santé au travail, c'était que la loi puisse définir une offre socle des services pour les entreprises et les salariés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il va être mis en place un système de certification des services de prévention santé au travail. C'est déjà le cas, mais orienter ces certifications, ces procédures de certification vers l'amélioration du dispositif. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est améliorer le partage d'informations entre la médecine du travail et la médecine de ville, notamment avec un accès pour les médecins du travail au dossier médical partagé. Donc ça, c'est pareil, c'est assez important et c'est un peu nouveau comme dispositif. Le deuxième point, c'est lutter contre la désinsertion professionnelle et mieux accompagner certains publics vulnérables ou en situation de handicap. Donc, je ne vais pas développer tout ça, mais bon, l'idée étant de créer des cellules pluridisciplinaires au sein des SPST et mettre en place des systèmes de manière pérenne, des systèmes de visite médicale à mi-carrière et offrir aux indépendants et aux chefs d'entreprise de pouvoir s'affilier au service de santé au travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une difficulté pour le suivi des employeurs. Ils appliquent les préventions des risques pour leurs salariés et puis eux, ils ne sont pas forcément prévus dans le dispositif. Donc ça, c'est
c'est important pour nous. Le dernier point sur lequel on voulait insister, c'est qu'effectivement, il y a des tentatives de réorganiser la gouvernance de santé au travail. Le rapport Lecoq avait assez insisté là-dessus par rapport à tous les acteurs présents dans la prévention des risques. Et donc, l'important était de pouvoir offrir la possibilité aux services de santé au travail, de prévention et de santé au travail, de pouvoir recourir à des médecins praticiens et de recourir à des infirmiers pour les aider dans leur démarche de prévention des risques. Des dispositions concernant les instances paritaires de gouvernance de la santé au travail, avec notamment le Conseil national de prévention et santé au travail, qui est une instance qui a été créée au sein du COCT, qui est le Conseil d'orientation des conditions de travail. Et devant ce comité, sachez que tous les textes réglementaires passent devant cette instance pour avis. Donc, ça permet aussi d'orienter le gouvernement par rapport aux attentes des instances paritaires sur ces sujets. D'autres choses qui sont annexées à la loi, mais qui sortent un petit peu de ce cadre, mais dont je voulais parler, c'est qu'il va y avoir un renforcement de ce qu'on appelle la surveillance des marchés et par rapport aux équipements de protection individuelle pour s'assurer que les dispositifs soient bien conformes aux différentes normes. Donc ça a son importance. Et il a été décidé aussi de pouvoir revoir un peu les missions et le mode de financement des ANAC et des ARAC, qui sont les agences nationales pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales de cette même institution. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de la loi. Sachez par ailleurs qu'on a d'autres leviers pour faire avancer la prévention des risques. C'est tout ce qui est plan national, le PNSE, plan national santé et environnement, qui permet d'éventuellement mener un certain nombre d'actions spécifiques et de leviers importants. Et le PST4, le plan santé au travail, qui pourrait être aussi un levier important pour pouvoir aborder ce point. Des rayonnements naturels qui ne font pas l'objet d'un chapitre particulier dans le Code du travail, contrairement aux rayonnements optiques artificiels, mais qui sont quand même à prendre en compte dans la démarche de prévention des risques globale par l'employeur, une fois que le risque est connu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Okay. Donc, maintenant, je vais laisser Johan Martin vous présenter l'étude MSA. Top, nickel. Parfait. Je laisse la parole. Bonjour, j'arrive à partager mon écran, mais je ne retrouvais plus mon micro. Je me mettais dans un grand trouble. C'est embêtant. C'est très embêtant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous propose un petit voyage au pays du comté, puisque je vous parle depuis Besançon et je m'exprime pour le service santé et sécurité au travail de la Caisse MSA de Franche-Comté. Moi-même, je travaille dans une association, c'est l'association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires, une association satellite des caisses de MSA de Bourgogne et de Franche-Comté. Et je vous présente rapidement les résultats d'une étude qu'on a conduite sur la connaissance et les comportements des agriculteurs et agricultrices franc-comtois face au soleil, dans le cadre du nouveau plan santé-sécurité au travail, sur lequel on a des axes d'études épidémiologiques et qui nous ont permis de travailler avec Mathieu Longet, qui a fait le travail, qui fait une thèse en médecine en lien avec le service de dermatologie du CHU de Besançon. Voilà, j'ai tout dit sur les acteurs en présence. On a historiquement en Franche-Comté un travail sur les risques solaires en lien avec une association de dermatologues franc-comtois parce qu'on a toujours travaillé sur l'exposition solaire en milieu rural, mais on ne s'était jamais trop intéressé justement sur cette catégorie professionnelle que sont les exploitants agricoles. Là, on parle bien d'indépendants et non pas de salariés qui travaillent dans le Doubs, en Haute-Saône, dans le Jura, dans le territoire de Belfort. Et on a réussi à toucher 10 000 personnes qu'on a identifiées comme étant exposées au quotidien au risque solaire, avec des questionnaires adressés qui faisaient une soixantaine de questions. Et on a réussi à récupérer 2367 réponses
qui sont analysables et qui nous permettent aujourd'hui de mieux connaître et comprendre les connaissances autour des rayons UV pour une population qui traditionnellement a un rapport à la santé qui est assez particulier, c'est-à-dire avec un sous-recours aux prestations de soins, encore plus quand on est sur des gens qui sont exploitants, c'est-à-dire qui sont non salariés. Rapidement, les données descriptives, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on est sur une filière grandement sur des gros animaux. On parle de vaches laitières, évidemment, de filière comté. Et vous voyez quand même, on a une répartition des filières agricoles qui sont assez conséquentes et qui nous permettent déjà de tirer des conclusions. La répartition, sans rentrer dans des détails particuliers, elle est grandement dans le département du Doubs, avec une majorité d'hommes qui sont pour beaucoup situés entre 46 et 60 ans. On leur a posé des questions sur le niveau d'études, sur leur connaissance du phototype cutané aussi, qui nous a semblé important pour voir aussi leur représentation sur leur peau, les antécédents familiaux de cancer, personnels, mais également familiaux. Des questions diverses sur les coups de soleil dans l'enfance, les coups de soleil au travail, les heures de travail en extérieur, les jours aussi de travail par semaine, puisqu'on sait que les agriculteurs, eux, passent presque 7 jours sur 7 au travail, les horaires d'exposition et les comportements aussi sur est-ce que vous recherchez, est-ce que vous fuyez le soleil, est-ce que vous n'avez pas le choix. Évidemment, la plupart nous répondent qu'ils n'ont pas le choix vu le métier qu'ils exercent. Ce travail a été co-construit, je tiens à le signaler aussi, avec l'association Sécurité Solaire. Et on a eu un copil qui nous a permis d'identifier les besoins, notamment sur les moyens de protection, pour connaître, par exemple, le rapport au chapeau, à la casquette, à la crème solaire, aux EPI aussi, mais aussi sur aucune protection au quotidien. L'utilisation de la crème, qui nous semblait aussi quelque chose d'important, ça peut paraître incongru, mais c'est vrai que la plupart des agris qu'on connaît travaillent souvent torse nu, en extérieur, et quand bien même aujourd'hui on a des tracteurs qui sont isolés, il y a une exposition qui est assez manifeste. On a travaillé aussi sur, voilà, c'est quoi pour vous l'exposition au risque solaire, c'est quoi vos craintes. On a vu qu'il y en avait 74% qui s'estimaient être exposés aux méfaits du soleil, mais qu'il y en avait très peu, finalement, qui s'intéressent à la météo. Et après, dans le diagramme que vous pouvez voir là, quelle est la crainte liée à l'exposition solaire? Le coup de soleil qui vient en premier, évidemment, la déshydratation, et on va jusqu'au vieillissement cutané, l'allergie au soleil, l'acné, ne pas bronzer, avec des réponses qui s'amenuisent au fur et à mesure. Le rapport aux soins aussi nous a beaucoup intéressés sur la consultation d'un médecin, à la fois traitant, mais aussi dermatologue. On voit que le rarement jamais prend une large place, et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller dans la détection des cancers. L'auto-examen, la connaissance de la règle ABCDE aussi, et puis la connaissance des méfaits du soleil. On a cherché à interroger aussi quelles étaient les connaissances et les biais qui permettaient aux personnes d'avoir de l'information via l'entourage, via les médias, via la MSA ou encore via la formation professionnelle. La question de la sensibilisation de UV également, qui nous a beaucoup interpellés sur la sensibilisation au travail. Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés ou pas? Et on a des résultats qui sont assez conformes à ce qu'on pouvait imaginer. Des données comparatives, je vais rapidement dessus pour rester dans les 5 minutes qui me sont imparties. Ça nous a permis ce premier travail. Les résultats, c'était il y a 2 semaines. Donc, vous voyez, voilà, je vous livre le travail qui a été réalisé par Mathieu Longet, qui fait son doctorat en médecine, qui nous permet d'avoir une meilleure représentation, une meilleure compréhension en fonction du sexe aussi, entre les hommes et les femmes, selon l'âge, sur les plus jeunes, qui par exemple ont plus de coups de soleil au travail, qui utilisent plus la crème solaire, paradoxalement, qui aussi ont plus d'auto-examen cutané, donc une plus forte sensibilité, et les plus âgés qui, au contraire, eux, utilisent beaucoup plus les EPI, les moyens de protection. Les plus âgés aussi qui ont une information plus importante par les médias, la MSA. Selon aussi les études, sur le niveau d'études, les sans diplôme, les personnes avec des études supérieures au-dessus du baccalauréat, et avec un ventre mou important situé sur le baccalauréat qui est dans la construction médiante de l'étude. Nous, ce qui nous intéressait aussi, parce que c'est un travail qu'on mène avec le service santé et sécurité au travail, c'est d'identifier quelles sont les filières à investiguer prioritairement en termes de santé et de prévention primaire, avec le temps de travail en extérieur le plus important, le bûcheronnage, le paysagisme, le maraîchage, les coups de soleil au travail, la viticulture,
Les plus protégés, la filière hippique, le paysagisme, mais aussi le maraîchage. Et ça nous permet d'avoir une cartographie précise, en tout cas du rapport aux rayons UV pour des filières qui sont représentées pour beaucoup, effectivement, sur la filière bovin-lait, c'est-à-dire l'élevage laitier, mais on a aussi en Franche-Comté tout un tas de filières qui sont aussi pas accessoires. Donc, ça permet de donner des outils de travail aux préventeurs, aux médecins du travail, aux infirmières et aux préventeurs des risques professionnels. La connaissance de l'index UV, la sensibilisation aussi, quelles sont les personnes les moins sensibilisées. Par exemple, les hommes, les plus jeunes, entre 18 et 30 ans, ils n'ont pas de diplôme et ça nous permet derrière de pouvoir construire des actions de prévention adaptées. C'est un travail conséquent qui va nous mener. On imagine très bien qu'on a une première base socle d'information et de connaissances aujourd'hui avec ce travail. On va conduire dans un second temps, pourquoi pas avec une seconde thèse, pour la construction d'actions de prévention spécifiques et d'aller sur une enquête qui serait plus qualitative pour mieux comprendre en, par exemple, fixant une ou deux filières prioritaires qui nous paraissent importantes. Et après 7 minutes 23, j'ai terminé. Génial. Merci beaucoup, Johan. Je voulais simplement aussi m'excuser, je dois vous quitter à 13h50 et désolé par avance. Pas de souci. Et justement, je voulais signaler un peu à tout le monde que d'une part, sauf si quelqu'un s'y oppose, on partagera la liste de tous les participants. Donc, vous pourrez évidemment prendre contact les uns avec les autres en dehors de ce webinaire et en dehors même de discussions de groupe. Et le deuxième point, comme Johan doit, vous l'avez compris, nous quitter rapidement, même si on a un temps d'échange prévu après l'intervention d'Audrey sur l'étude épidémiologique qui va se mener à Bordeaux, si vous avez des questions à poser à Johan, c'est un peu le moment. Moi, je veux bien faire… D'abord, félicitations pour cette très jolie étude. Et moi, je dois dire que, vu que je suis spécialisée en ophtalmologie, ça me surprend quand même un peu qu'à aucun moment, la santé oculaire ne soit évoquée. C'est un point qui me paraît fort. Oui, vous avez raison. Alors, c'est une étude qui est une première tentative pour nous qui ne sommes, et je tiens à le préciser, pas spécialistes de la question. Donc, il y a sans doute des biais qui ont été oubliés. On était parti beaucoup sur la question cutanée. Et c'est pour ça qu'on a investigué plus sous cet ordre-là. Ça veut dire derrière qu'il y a effectivement des besoins, c'est pour ça que j'évoquais dans un second temps aussi, de focus sur certains points qui auraient pu être oubliés. Vous avez raison. En tout cas, c'est une approche très intéressante. Merci. Merci. Je complète la remarque, si vous voulez bien, de Cécile. Oui, je pense que l'étude a été lancée, parce que vous l'avez dit, ça a été fait dans le cadre d'un sujet de thèse ou d'un étudiant du service de dermato. Du coup, ça a été l'étude a été centrée sur la dermato, mais ça évoque le fait que dorénavant, quand on met des études comme ça qui nécessitent beaucoup d'investissement, différents acteurs, on a intérêt de faire par les deux entrées, je trouve, de trouver le pendant ophtalmo de façon à profiter du fait qu'on lance le questionnaire, etc., auprès de populations ciblées et qu'on ait les deux retours et qu'on complète ces études sur le versant ophtalmo. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant là-dessus. Et j'en profite juste pour rajouter un mot sur l'absence d'Emilie Van de Vanter de l'OMS. Elle aurait pu être là, peut-être elle va nous rejoindre en cours. Mais à l'OMS, clairement, l'approche du risque ne se fait pas par l'organe, mais par le facteur de risque que sont les UV ou le soleil. Et donc, effectivement, à l'OMS, les réunions s'enchaînent sur les deux thématiques ou les deux pathologies cutanées et oculaires. Moi, j'aurais une question. On vous en prie. S'il vous plaît. Alors, merci pour cette étude qui est vraiment passionnante, je trouve. Ça donne des idées. Et j'aurais voulu savoir, vous avez parlé de pays à un moment donné dans les mesures de protection, mais je ne sais pas quel type de pays il y a dans ces… Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel type de pays il y a dans ce… Parmi les agriculteurs franc-comtois, j'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes que les nôtres chez les marins. A priori, la sortie en mer a moins lieu souvent quand on est à Vesoul. Non, mais je pense que pays, par là, pays, on entendait aussi les grands t-shirts couvrant l'intégralité du corps, les chapeaux, les lunettes. Alors peut-être que pays, c'est un terme un petit peu trop technique par rapport à la réalité.
Mais on était vraiment sur cet aspect-là et sur des vêtements amples et qui couvrent l'intégralité du corps, sauf évidemment les mains et autres, mais on est sur ce raisonnement-là. En tout cas, pour la connaissance qu'on a en agriculture. Alors, à la limite aussi peut-être, maintenant que j'y pense, de la filière bûcheronnage, puisque les bûcherons ont, de par leurs risques particuliers, des équipements de protection plus importants qui, de fait, protègent également des rayons UV. Voilà. Donc, c'est peut-être principalement pour cette filière qu'on a le plus de protection, mais pas lié aux rayons. Ouais, merci. Et il serait tout à fait possible d'avoir la présentation pour la regarder en détail. Je vois une question dans la barre de discussion. Merci, Jamisa. J'allais l'écrire. Okay. Merci. J'avais une question pratique. Une dernière alors. Oui, c'est juste combien de questions dans le questionnaire, le temps passé pour répondre à ce questionnaire en général, à quel moment vous faites passer le questionnaire et sur la durée entre le moment où vous avez commencé cette étude et le moment où vous avez pu sortir ces résultats. Oui, alors de tête, on a 70 questions dans le questionnaire. On a un envoi qui a été fait au mois de septembre. On a identifié que c'était la meilleure période pour le lancer en lien avec le service santé. Et on a laissé aux personnes 2 mois pour un retour, puisqu'on avait fixé une date limite au 30 octobre. On a eu des réponses, et j'en ai encore reçu ce matin. Donc, c'est-à-dire qu'on a des réponses qui arrivent hors délai. Mais en fait, le questionnaire était papier. Aussi, ça, je ne l'ai pas dit, parce qu'on a une population agricole qui est très attachée au questionnaire papier, au lien avec la MSA, en fait. Et on a fait un questionnaire Google Doc, Google Form, qui a reçu un succès très mitigé, puisqu'on a eu 59 réponses contre plus de 2300 en format papier. Donc, voilà, c'est un investissement en temps, en énergie et puis aussi financier, mais on ne regrette pas vu le taux de retour important qu'on a eu. Donc, c'est des courriers qui sont adressés au domicile des agriculteurs, c'est ça? Tout à fait, directement chez eux. Je vous en prie. On enchaîne, Camille. On enchaîne. Ah, Audrey est prête. Allez-y. Alors, attendez, je vous mets parce que je ne vois pas très bien sur. C'est bon, vous l'avez en plein écran? Pas tout à fait en grand, mais. Non, avant c'était en grand, mais là c'est en représentation. C'était mieux justement. Ok, comme ça? Ah oui, non. Bon, peut-être c'est mieux comme ça quand même. Moi, je pense. Ok. Et si on clique sur macro, ça ne marche pas, non? En haut. Je vais faire ça, ça va peut-être aller mieux. Ça va comme ça? Non, c'était mieux avant. N'embête pas, mets-le comme tu l'avais avant, c'était aussi bien. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, donc pour commencer, je vais vous faire un bref résumé des différents rapports que nous avait demandé Sécurité Solaire et notamment Pierre Césarini, qui ont mené du coup au développement de notre projet. Donc, du coup, il faut que je passe, je ne sais pas comment. Donc, concernant l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire et le risque de cancer cutané et de pathologie oculaire, les études épidémiologiques dans la littérature sur le sujet restent peu nombreuses et c'est certainement dû à la difficulté de mesurer avec précision l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire et elles sont très hétérogènes, notamment en termes de méthodologie utilisée et de population étudiée. Mais malgré ces limites, pour les cancers cutanés, la dernière revue systématique et méta-analyse conduite par l'OMS et l'ILO rapporte que l'ensemble des preuves a été jugée inadéquate pour évaluer l'association entre l'exposition professionnelle aux UV solaires et la prévalence et la mortalité du mélanome et des cancers cutanés non mélanocytaires. De plus, la force de la preuve pour les associations entre l'exposition professionnelle aux ultraviolets solaires et l'incidence du mélanome et l'incidence des cancers cutanés non mélanocytaires a été évaluée comme preuve limitée de nocivité pour le mélanome et preuve suffisante de nocivité pour les cancers cutanés non mélanocytaires. Pour la DMLA, malgré le nombre restreint et la qualité plus ou moins hétérogène des études menées sur le sujet, les données actuelles soutiennent l'hypothèse d'une association entre l'exposition professionnelle à long terme
aux rayons UV et la DMLA chez les travailleurs en extérieur. Enfin, pour la cataracte, les études rapportent une forte prévalence de cette pathologie chez les professionnels travaillant en extérieur et une relation positive entre exposition professionnelle aux UV solaires et le fait de développer la maladie. Alors, concernant le rapport sur les coûts des cancers cutanés de la cataracte liés à l'exposition au rayonnement ultraviolet solaire, lors de cette revue, on n'a retrouvé aucune étude liée à l'exposition au milieu professionnel. Donc, les études sur les coûts des cancers cutanés et de la cataracte liés à l'exposition au rayonnement ultraviolet solaire dans la littérature portent sur le rayonnement en général et ces études sont peu nombreuses et seules quelques-unes sont récentes. Donc, il existe une grande hétérogénéité dans ces études en termes de méthodes, de population étudiée, de type de service inclus et d'approche de calcul des coûts, ce qui rend la comparaison des coûts entre les pays difficile. Malgré tout, les auteurs rapportent également une sous-estimation très probable des coûts. Cependant, malgré ces limites, les études rapportent que les coûts liés au traitement des cancers cutanés non mélanocytaires sont considérables et supérieurs à ceux du mélanome, sauf au Danemark. Les coûts du traitement du mélanome sont quant à eux modérément élevés, comme ceux de la cataracte. Les auteurs ont suggéré qu'il était fort probable que nous observions une augmentation de la charge financière pour les systèmes de santé en Europe, des cancers cutanés non mélanocytaires, du mélanome et de la cataracte dans les années à venir, du fait de l'augmentation des incidences de ces pathologies et du vieillissement de la population. Cependant, il notifie également qu'il existe un fort potentiel de réduction des coûts par la mise en place de stratégies de prévention adéquates. Concernant le dernier rapport sur les recommandations de prévention des risques liés à l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire et les actions de prévention mises en œuvre dans le champ de cette exposition, en Europe, on note que dans la plupart des États membres, il y a une sous-déclaration importante des cancers non mélanocytaires, excepté en Allemagne, et à notre connaissance, il n'y a pas de déclaration de la cataracte pour cette exposition professionnelle. Concernant la législation, bien que l'on observe un accroissement de l'activité réglementaire européenne, on note une absence de législation spécifique pour la prévention de l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire. De plus, les mesures préventives actuelles sont insuffisantes, voire mal appliquées. La raison principale semblerait être liée à l'absence de normes, de législation et de recommandations pour la prévention de ce risque professionnel. Sur le sujet des mesures de protection des travailleurs en extérieur, de leurs connaissances et attitudes face à l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire, la majorité des professionnels ont des comportements de protection inadéquats, voire moins bons que la population générale, sauf pour les lunettes de soleil. D'autre part, une grande variabilité d'un milieu professionnel à un autre et géographiquement au sein d'une profession a même été observée. Il persiste une sous-estimation de la perception du risque de cancer de la peau et le côté esthétique pour certains primerait sur une protection adéquate face à cette exposition. Enfin, les stratégies de prévention secondaire concernent exclusivement les cancers cutanés et il n'existe pas, à notre connaissance, de surveillance de ces pathologies, des pathologies oculaires. Donc, en conclusion de ces rapports, ces différentes revues rapportent que l'exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet solaire est un facteur de risque professionnel répandu, mais négligé, que les coûts directs et les incidences des pathologies cutanées oculaires sont élevés, mais qu'il existerait une possibilité de réduction importante de ces coûts. Malgré certaines améliorations, il persiste un manque de normes, de législation et de recommandations pour la prévention de ces risques professionnels. Et la diminution des cancers cutanés et des pathologies oculaires liées à l'exposition au rayonnement ultraviolet professionnel est nécessaire et semble possible en passant par l'amélioration de la législation, par le renforcement de la prévention primaire en milieu professionnel pour réduire l'exposition au rayonnement ultraviolet, par l'éducation et la formation continue des travailleurs en matière de prévention des risques professionnels au rayonnement ultraviolet, et par le renforcement de la surveillance et du suivi médical des travailleurs exposés, également par l'amélioration de l'identification des pathologies oculaires et des cancers d'origine professionnelle afin de permettre leur reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, ces différents constats nous ont menés à développer notre projet sur soleil et santé au travail qui s'appelle « Exposition professionnelle aux ultraviolets solaires et estimation de l'impact sur la santé de la peau et des yeux »
qui est menée par Cécile Delcourt et moi-même. Audrey, excuse-moi une seconde. Juste pour préciser que les 3 rapports que tu as présentés de façon très synthétique, qui sont des documents vraiment remarquables, avec évidemment énormément de références dedans, seront mis dans le répertoire auquel tout le monde pourra accéder à la fin de ce webinaire, et ainsi que la liste des participants, l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Excuse-moi. Souci. Donc, nous venons donc de l'équipe Léa du Bordeaux Population Health Research Center de l'INSERM U12-19 de l'Université de Bordeaux. Donc, je vous passe le contexte parce que je pense qu'on l'a déjà bien détaillé tout à l'heure. Donc, les objectifs de… Alors, attendez, il faut que je le coupe, par contre. Moi. Les objectifs de ce projet sont d'une part d'estimer l'exposition professionnelle aux UV solaires et aux co-expositions dans la cohorte nationale Constance, selon le type de profession. En 2, d'estimer l'incidence des cancers cutanés et des pathologies oculaires. En 3, d'estimer les associations entre les différentes expositions aux UV et les risques de cancer cutané et de pathologies oculaires dans la population générale et dans des professions particulièrement exposées. En 4, d'identifier le type de rayonnement UV associé à chaque pathologie. Et enfin, de calculer les fractions de cancer cutané et de pathologie oculaire attribuables aux expositions professionnelles aux UV solaires. Alors, ce projet va être mené dans la cohorte Constance, qui est la plus grande cohorte généraliste française, qui est constituée d'un échantillon tiré au sort qui vise à être représentatif de la population affiliée au régime général de la sécurité sociale, donc le régime général, le SML et le CAMIEG, de sujets âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion à partir de 2012. C'est une inclusion graduelle et à l'inclusion, les participants effectuent un examen médical qui se fait dans un des 21 centres d'examen de santé dont vous voyez la carte sur la droite. De même, lors de l'inclusion, les participants sont invités à répondre aux questionnaires suivants: mode de vie et de santé, exposition professionnelle et calendrier professionnel. Annuellement, il y a un questionnaire de suivi qui est envoyé, qui dispose d'un tronc commun et des questions qui varient chaque année selon le thème. Et en 2018, il y avait un questionnaire, une partie spécifique à la santé de la peau. Les données de la cohorte Constance sont appariées aux bases de données nationales médico-administratives du SNDS, et un examen médical est proposé tous les 5 ans pour le suivi. Donc, concernant notre propre étude, concernant le design, ce sera une étude de cohorte prospective longitudinale. Il y aura différents âges d'inclusion en fonction de la pathologie considérée. Et pour la sélection de la population globale, générale, nous allons extraire les participants âgés de 18 ans et plus à l'inclusion qui ont complété les examens et les questionnaires suivants: calendrier professionnel, examen médical et mode de vie et de santé, et qui auront eu au moins un suivi, y compris le questionnaire de 2018 avec les données spécifiques sur la santé de la peau. Concernant l'exposition principale, l'exposition professionnelle sera évaluée à partir des questionnaires calendrier et exposition professionnelle, avec lesquels nous pourrons reconstituer des trajectoires professionnelles, évaluer des expositions professionnelles aux UV solaires et à d'autres nuisances, avec un appariement avec des matrices emploi-exposition. Pour le niveau d'exposition au rayonnement UV, il sera estimé à partir de données satellitaires et nous permettra d'obtenir des moyennes journalières de doses d'irradiation d'UVA, UVB, UV total, d'estimer le rayonnement UV ambiant moyen au cours de la vie et les doses cumulatives d'UV ambiant sur un temps donné. Également, nous estimerons les fréquences et intensités des érythèmes à partir du questionnaire de suivi de 2018 et des données de la station Thémis. Pour la variable d'intérêt principal, les variables d'intérêt principal, nous les identifierons à partir de plusieurs sources de données. Donc, concernant les mélanomes cutanés et les cancers non mélanocytaires,
Nous les identifierons à partir des questionnaires mode de vie et de santé et à partir du questionnaire de suivi, et également à partir des données du SNDS pour lesquelles nous allons élaborer des algorithmes qui utiliseront des codes spécifiques, comme par exemple pour les cancers cutanés, les actes d'ANAPAT, de traitement, les ALD, etc. Et uniquement pour les mélanomes, nous aurons un retour au dossier médical et une classification par un comité d'experts sur la base de l'examen d'ANAPAT. Concernant la cataracte et l'ADMLA, toujours, nous les identifierons à partir des questionnaires mode de vie et santé et de suivi, et également avec les données du SNDS pour lesquelles également nous allons élaborer des algorithmes qui utiliseront les codes spécifiques à chaque pathologie, comme par exemple pour la cataracte, l'acte chirurgie de cataracte, et pour la DMLA, les anti-VEGF spécifiques à cette pathologie. Concernant les analyses statistiques, nous allons estimer les prévalences d'exposition professionnelle aux UV carrière entière en estimant la probabilité individuelle d'exposition pour chaque sujet. Nous calculerons les intervalles de confiance et nous estimerons un niveau moyen d'exposition pour chaque emploi. Nous estimerons également, nous calculerons les taux d'incidence pour chaque pathologie et nous ferons des modèles de Cox multivariés pour estimer les associations entre l'exposition au rayonnement ultraviolet solaire professionnel et l'incidence de chaque pathologie. Et également, nous estimons les fractions attribuables de chaque pathologie avec la formule de Levin. Nous avons établi un comité scientifique multidisciplinaire qui est composé d'épidémiologistes, donc Bouchra Marie, qui est la doctorante recrutée pour ce projet, Cécile Delcourt et moi-même. Pour l'équipe Constance, nous avons une référente qui est Emeline Lequi-Flao. Nous avons des spécialistes de dermatologie et d'oncologie avec les professeurs Ezedine, les professeurs Letia Sulimovic et le docteur Vaskov. Nous avons des spécialistes d'ophtalmologie avec les professeurs Korobelnik, Delifer et le professeur Dott. Et également, nous avons un spécialiste des expositions professionnelles et matrices emploi-exposition qui travaille avec les données de Constance, qui est le professeur Alexis Descata. Concernant le calendrier prévisionnel, donc pour l'instant, nous avons rédigé le protocole. Il a reçu son approbation du Conseil scientifique international de Constance. Nous avons obtenu le financement total pour mener à bien ce projet. Et merci encore à l'association Sécurité Solaire. Nous avons recruté notre doctorante qui a titré à temps plein sur ce projet. Nous sommes en train de finaliser, on a bientôt fini les démarches réglementaires pour le projet. Nous commencerons notre première réunion scientifique le 10 février et il y en aura 2 annuellement. Après, Bouchra va être formé à l'accès aux données de Constance. Il va y avoir le premier et le deuxième trimestre 2022 l'extraction des données et le data management. Et les analyses statistiques pour répondre aux objectifs de 1 à 5 vont se faire du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2024. Nous allons également valoriser les résultats par la participation à des congrès internationaux et la rédaction d'au moins 3 articles scientifiques donc, qui se feront à partir du 1er trimestre 2023 jusqu'au dernier trimestre 2024, avec ensuite, bien sûr, le temps de publication qui peut aller jusqu'en 2026. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey. Je crois qu'on peut juste rajouter qu'effectivement, cette étude est réalisée grâce au soutien de la Fondation Bordeaux Université. Et donc, au travers de la Fondation, les financeurs sont Sécurité Solaire, qu'on remercie très chaleureusement parce que pour être non seulement un soutien financier, mais être très fortement à l'origine de ce beau projet dont on discute avec Pierre depuis quelques années. Et puis, nous avons également 2 mécènes qui sont Sanofi et Zeiss pour ce projet. Voilà, on a prévu un temps d'échange maintenant. Naturellement, on avait même prévu un break pour aller, non pas déjeuner, mais prendre un petit café, etc. Donc, le temps du break, autant vous dire, il est supprimé parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Mais naturellement, on ne squeeze pas les échanges et les questions que vous auriez à ce stade-là du webinaire d'aujourd'hui, puisqu'ensuite, on va changer de sujet, puisqu'on passera plutôt
aux actions qui sont menées en Suisse par la SUVA d'une part, et aux actions ou aux pistes d'action auxquelles nous avons songé pour la suite de ce programme. Est-ce que certains veulent poser des questions à Cécile ou Audrey? Florian Muller. Oui, bonjour. J'aurais une question pour Madame Grégoire. Donc j'ai cru voir sur la carte de France des départements desquels viendraient les participants à l'étude qu'il n'y avait pas de département dans les Alpes ni des massifs de montagne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un angle mort dans l'étude, du coup, dû à la surexposition en altitude ou en présence de neige? Alors, je crois qu'il y a quand même les Pyrénées qui sont représentées, si je ne me trompe pas. Peut-être alors, j'avoue Donc, avoir surtout normalement, vu ça qu'il n'y avait vise pas à les être... Alpes. Oui, mais normalement, ça vise à être représentatif. D'accord. Donc, je suis désolée, j'arrive pas à rouvrir mon... Normalement, je crois qu'il y a les... Il faudra que je... C'est des vraies montagnes, ça, les Pyrénées? Ah bah oui. Non, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que bon, Il y a les malheureusement, on Pyrénées. fait aussi un peu avec ce qu'on a, c'est-à-dire que, comme Audrey l'a souligné, bah, c'est une cohorte, c'est la plus grande cohorte française, mais c'est une cohorte généraliste, c'est-à-dire que ça n'a pas été mis en place spécifiquement pour étudier les expositions professionnelles solaires. Donc, effectivement, je pense qu'on a quand même un peu une limite. Il n'y a aussi pas beaucoup, on nous avait déjà fait la remarque la dernière fois, il n'y a pas beaucoup non plus de départements maritimes. Bon, voilà, on va faire avec ce qu'on a et effectivement, bah, voilà, c'est une étude, une grande étude sur le sujet. Enfin, si, on a quand même quelques départements maritimes, je vois. C'est bizarre parce que la dernière fois, on a eu cette remarque-là. Et je Mais voulais... effectivement, bon, bah voilà, ça aura ses limites, comme toute étude, elle aura ses limites, quoi. Et pour revenir à votre remarque, Monsieur Muller, je voulais dire aussi qu'en général, pour tous, je ne sais pas si vous pensez aux guides de montagne, des choses comme ça, Notamment, oui. ce sont souvent aussi des saisonniers et ils n'habitent pas forcément toute l'année à cet endroit-là, quoi, forcément dans C'est les... vrai. Donc, parce que j'ai déjà questionné justement des gens en haute montagne et qui m'ont dit qu'ils variaient justement, en été, ils étaient à un endroit, en hiver, ils n'habitent pas forcément... par exemple, dans les Alpes. Mais D'accord, effectivement, c'est un effectivement, c'est une biais bonne de... raison. Oui. Merci. Mais je pense qu'effectivement, enfin, la description des gens exposés va être très intéressante et il faudra qu'on garde à l'esprit que ce n'est pas forcément totalement représentatif de l'ensemble du territoire français, que bien sûr, aucune étude ne peut couvrir, malheureusement. Ok, d'autres questions ou remarques peut-être? Alors, dans ce cas-là, Camille, je te propose de passer au point suivant, sachant une nouvelle fois qu'à la fois la présentation d'Audrey, les revues biblio qu'elle a présentées en début de présentation vous seront disponibles. Donc, n'hésitez pas, y compris donc avec les coordonnées de chacun. Donc, n'hésitez pas a posteriori à revenir vers les intervenants qui vous intéressent de contacter si ça s'avérait être le cas. Bon, bah, on va faire un tour en Suisse alors avec Florian. Vous voulez nous présenter les Ah, activités voilà. à SUVA. Merci. Donc effectivement, j'ai été invité à vous présenter les différentes activités que la SUVA mène en matière de prévention de l'exposition professionnelle au rayonnement UV. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, quelques mots pour vous dire qui nous sommes. Donc la SUVA, c'est pas très parlant, donc en version longue et francophone, c'est la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Donc nous sommes le principal assureur accident de Suisse et l'assureur obligatoire de nombreux secteurs industriels, donc ce qui concerne quand même la moitié de la population active de Suisse. Et nous sommes une entreprise à but non lucratif, avec notamment pour mission légale le fait d'œuvrer pour la prévention des accidents et maladies professionnelles. Et donc pour cela, on va mettre en œuvre différentes actions de communication, de formation, mais aussi des conseils et des contrôles dans les entreprises. Donc
La Suisse, donc sur la base d'études épidémiologiques, présente un des taux de cancer de la peau les plus élevés d'Europe, en termes d'incidence du mélanome malin notamment. Et donc pour cette raison, le cancer cutané non mélanome et une certaine forme de mélanome malin sont reconnus, donc à la différence de la France, comme maladie professionnelle. Donc le critère qu'on va appliquer pour une reconnaissance comme maladie professionnelle va être une surexposition au rayonnement UV de plus de 40% par rapport à un travailleur équivalent qui serait resté en intérieur. Donc on mène des évaluations de reconnaissance comme maladie professionnelle pour des personnes. On estime sur la base de données récoltées en Allemagne qu'on aurait à reconnaître environ 1000 cancers cutanés d'origine professionnelle par an, donc à mettre en comparaison avec la seulement environ dizaine de cas qui nous sont présentés par année. Donc on a une grosse méconnaissance actuellement de la possibilité de faire reconnaître ces cancers comme maladie professionnelle. Et donc, je le présenterai plus tard, on a aussi des actions visant à améliorer ce ratio et donc à augmenter la reconnaissance comme maladie professionnelle. Mais au vu de cette exposition et donc à ce taux de cancer cutané, la SUVA mène depuis 2020 une campagne pour la protection UV, avec notamment l'objectif de renforcer la protection solaire dans la démarche générale de sécurité au travail des entreprises. L'objectif quantitatif qui a été fixé est que les 3/4 des travailleurs en plein air mettent en place des mesures de protection de la peau contre le rayonnement UV, donc adaptation des horaires de travail, port de vêtements adaptés, donc notamment le couvre-chef avec protège-nuque, et s'il n'y a pas de possibilité de protéger la peau autrement, mettre de la crème solaire. Donc, les activités que nous avons menées l'an passé pour amener les travailleurs à cet objectif, donc étaient les suivantes. Donc, depuis l'an dernier, un tour UV est en cours. Donc, nous avons mandaté un prestataire pour circuler en Suisse sur différents chantiers, donc des chantiers d'horticulture, des chantiers de la construction. Et au cours de ces interventions, le prestataire va distribuer des fiches informatives, va sensibiliser les travailleurs au risque dû à l'exposition UV et aux façons de s'en protéger, va distribuer des équipements de protection individuelle, notamment des visières avec protège-nuque, et ça va être ces visites vont être l'occasion de faire des communiqués sur les réseaux sociaux pour améliorer la sensibilisation de la population générale. Nous avons également conçu ce qu'on nous appelons un module de prévention, donc c'est un produit mis à disposition pour les entreprises. Un module qu'on va contenir des informations sur la protection UV. Et donc, dans une version, il est en do it yourself, donc un carton envoyé aux entreprises gratuitement, qui va contenir des jeux de rôle, des explications sur les risques UV, différents modèles de protège-nuque. Et dans une version plus poussée, ce module est également donné avec un intervenant de la SUVA et une caméra UV. Donc, nous avons justement fait l'acquisition d'une caméra UV, c'est-à-dire d'un appareil photo avec un filtre adapté, qui permet, lorsqu'on prend des photos des participants, de visualiser les dégâts sous-cutanés dus à l'exposition au soleil, de montrer l'impact d'une crème solaire et de rendre de façon générale assez ludique et informatif les actions de prévention. Et donc, l'utilisation de cette caméra UV dans le cadre de notre tour UV a rencontré beaucoup de succès avec avec des interactions très favorables avec les travailleurs. Donc, nous sommes également en train de concevoir un projet de dépistage systématique de travailleurs concernés, donc notamment les personnes de plus de 55 ans avec un risque élevé de cancer de la peau dans certaines branches, donc environ 7000 personnes par an, qui après une sélection sur la base d'un questionnaire, auraient droit à un entretien médical avec un dermatologue pour justement dépister de façon précoce les cancers de la peau non mélanome. Donc là, nous en sommes à la phase de conception d'un projet pilote. Enfin, notre dernière piste d'action concerne nos interactions directes avec les entreprises. Donc, dans le cadre d'autres missions de la SUVA, nous réalisons des contrôles dans les entreprises et la protection UV va être intégrée
aux différents points qui sont vérifiés à l'occasion de ces contrôles. Donc, le port d'équipements de protection individuelle type le casque, la mise en place correcte d'un chariot élévateur et la prise en compte de la protection UV. Donc, est-ce que l'employeur a fait en sorte d'aménager les horaires? Est-ce qu'entre avril et septembre, de la crème solaire a été mise à disposition? Est-ce qu'il y a un port de protège-nuque avec visière frontale? Donc, tous ces points vont être intégrés à partir de l'an prochain dans le cadre de nos contrôles d'entreprise, ce qui va, à notre avis, fortement encourager les entreprises à être très actives sur la question. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc vous avez directement nos coordonnées donc à Monsieur Krichek, responsable de la partie suisse-allemande et moi pour la partie suisse-romande. Voilà. Donc on pourra volontiers échanger sur ces différents thèmes dans la partie questions si vous le souhaitez. Et merci beaucoup, Florian. Et je propose peut-être d'enchaîner tout de suite avec des questions pour vous que nos participants ne manquent sûrement pas d'avoir. J'avoue que j'en avais une ou deux d'ores et déjà. Vous avez évoqué les 40% d'exposition en plus Oui. pour justifier de l'intervention. C'est mesuré individuellement, c'est des estimations globales métier par métier? C'est une estimation individuelle sur la base du temps en année que la personne a travaillé sur une certaine activité. D'accord. Donc, il va En y avoir une Excel. anamnèse réalisée. Donc, pendant combien de temps avez-vous travaillé comme maçon, comme manœuvre ou alors comme secrétaire comptable? Ouais. Et on a des estimations de la dose annuelle reçue pour tel travail. Oui. Et avec cela, on va regarder si la personne, au cours de sa vie à elle, a reçu 40% de plus qu'un travailleur qui aurait passé son temps à l'intérieur. D'accord. Et j'avais une deuxième question concernant les contrôles. Il y a des sanctions à la clé? Donc, on parle rarement de sanctions. Donc, dans la logique suisse, on va avoir tout un processus possible donc de montée de primes d'assurance si l'entreprise refuse définitivement de mettre en place les protections. D'accord. Mais on va plutôt avoir Vous allez on va convaincre. plutôt avoir un avertissement, une dénonciation, etc. La sanction arrive très tard dans le processus. Ok. Disons que il y aurait la possibilité d'arrêter un chantier, mais on va plutôt déployer cette mesure dans le cadre d'accidents immédiats. Comme là, on est sur des maladies professionnelles, ce n'est pas une piste qui est fortement envisagée pour l'instant. D'accord. Merci. D'autres questions? Alors, si personne n'a d'autres questions, je propose de passer au point suivant, Camille. On va voir Cécile. Et on va vous évoquer avec Camille les différentes pistes auxquelles on a pensé pour la France, dont certaines vont faire écho à ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait. Donc, on a décidé de cibler différents secteurs d'activité qu'on considère importants. Donc, le secteur de l'agriculture, le secteur maritime, le secteur de l'animation en extérieur, les collectivités locales, notamment avec les policiers, les pompiers, tout ça. Ensuite, le secteur du BTP, des énergies, du transport, de la poste également, du paysagisme, des secours et des sports en extérieur. Au niveau des cibles, des personnes cibles, ça va être plutôt des préventeurs, donc qui vont impliquer les employeurs, responsables HSE, QVT, les préventeurs santé-travail, etc. Et ensuite, deuxième cible, les travailleurs directement. Donc, première action, on a l'idée d'organiser des webinaires donc, qui consisteraient plutôt à parler des enjeux de santé, d'environnement, le contexte réglementaire, les mesures de prévention nécessaires, et plutôt à destination des préventeurs, des différents secteurs. Ensuite, le salon virtuel, donc ça va être l'organisation de plusieurs webinaires, des stands, des salles privées, des webcafés. Pareil, plutôt à destination des préventeurs, et ça se déroulerait plutôt sur une demi-journée. Ensuite, l'action in situ. Donc là, c'est l'organisation de conférences, d'ateliers participatifs, de jeux, présentation de pays. Ça va être aussi de la détection précoce,
un peu un mélange de plein d'ateliers sur une journée ou demi-journée, à destination du coup là plutôt des employés, mais également des préventeurs. Ensuite, l'escape game. Alors ça, c'est un jeu d'énigmes à résoudre grâce à l'analyse d'informations, la réflexion et la coopération. Donc là, ça va être plutôt un atelier en petits groupes sur 1 heure à destination des employés, mais aussi des préventeurs. C'est un outil qu'on développerait sur mesure. Ensuite, la borne interactive. Donc ça, c'est une borne connectée qui va pouvoir indiquer en temps réel l'indice UV ou des prévisions. On pourrait aussi déterminer le phototype de la personne et informer directement avec des conseils personnalisés. C'est un outil un peu particulier, la borne, parce que d'abord, on sait qu'elle peut doublement servir. Elle peut servir à accompagner des actions de formation vers des préventeurs, des actions de sensibilisation vers des employés, et puis évidemment, elle peut servir aussi, c'est d'ailleurs l'usage qu'on ait fait aujourd'hui, elle existe cette borne, hein. L'usage qu'on ait fait aujourd'hui, c'est plutôt un outil de sensibilisation du grand public, hein. C'était notamment utilisé par la Ligue contre le cancer du Luxembourg. Voilà. Nous, on a l'idée qu'on puisse s'en servir doublement, in situ, typiquement avec des maîtres nageurs sauveteurs qui surveillent un plan d'eau, qui surveillent une piscine municipale. On a fait une formation ou une intervention préalable auprès du MNS et naturellement, par la suite, on l'encourage à d'abord continuer d'utiliser la borne qui va le renseigner plus ou moins en temps réel. Si on a réussi à installer un capteur à proximité, vous avez compris que c'est une borne connectée, donc on peut lui insuffler des informations qui peuvent venir d'un capteur. On peut naturellement aussi lui faire afficher simplement des prévisions de la journée ou des sorties de modèles qui peuvent donner des niveaux d'UV jusqu'à heure par heure. Mais donc voilà, on a l'idée de aussi faire une sensibilisation, un certain nombre de métiers qui peuvent être à la fois intéressants de sensibiliser. On pense aux profs de PS aussi, pas forcément pour utiliser cette borne, mais où on a des professions qui sont à la fois exposées au soleil, mais qui ont aussi quelque part, de façon plus ou moins affichée, une mission de prévention, ou possiblement peuvent mener une mission de prévention auprès d'autres publics. Et cet outil nous paraît assez adéquat pour essayer de travailler là-dessus. Les maîtres nageurs sauveteurs ou plus des sportifs, des enseignants sportifs. Ensuite, est-ce que ça marche? Voilà. La caméra UV, là c'est un peu ce que racontait Florian Muller. Là, l'idée, c'est une prise de vue UV photo et vidéo où on voit les dommages cutanés directement, où on peut voir si on a bien appliqué la crème solaire, mais également avec les verres anti-UV. Avoir la bonne protection. Donc ça, ce serait plutôt un atelier en petit groupe aussi sur 1 heure à destination des employés et préventeurs. Et Florian, c'est quelque chose, on avait l'idée de le coupler, parce que là, vous avez bien compris qu'effectivement, on voit des lésions ou des prélésions qui peuvent s'avérer dangereuses, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là, si tu nous montres l'image d'après, je crois qu'on le voit bien, Camille. Typiquement, voilà ce que vous voyez à droite avec une caméra ordinaire ou un appareil photo ordinaire, et ce que vous voyez à gauche avec la caméra spéciale. On avait l'idée d'essayer de coupler ça à des actions de détection avec un dermato qui puisse expliquer précisément, presque point par point, le résultat. Est-ce que vous avez testé ça, Florian, en Suisse déjà ou pas? Je ne sais pas s'il y a une interaction entre l'aspect caméra UV et un dermato qui a été abordé en Suisse. Donc c'est effectivement une bonne suggestion. Vous verriez ça pour chaque action de prévention ou dans le cadre d'un clip qui serait diffusé? J'aurais tendance à dire les deux, mon capitaine, mais non, surtout in situ. Dans une action de prévention, j'imagine que là, vraiment, nous, les retours qu'on a, on discute beaucoup avec le technicien français qui maîtrise bien cette technologie, qui fait déjà pas mal d'interventions de ce type-là. Et vraiment, ça marque les esprits. C'est vraiment, en plus, on a un aspect esthétique qui peut être relié à ça, hein. Les photos peuvent être très, très belles, hein. Et puis, on peut imaginer des actions où on a des groupes de gens qui vont passer sous la caméra, discutent entre eux des résultats de ce qu'ils voient. Et donc,
effectivement, on a l'idée que ça puisse être vraiment quelque chose qui génère du dialogue, qui sensibilise fortement d'abord, et puis qui génère des échanges et qui fasse réfléchir ensuite. Et l'idée d'avoir le médecin, la blouse blanche, spécialiste en dermatologie qui plus est, pour expliquer vraiment que voilà, les dégâts du soleil sont piégeux. Hein. Déjà, on a un rayonnement qui est piégeux, vous savez tous. Mais en plus, on a des dégâts cutanés qu'il faut utiliser une caméra spéciale pour les voir. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion à mener pour favoriser aussi cette éducation à l'autosurveillance qui nous paraît assez… Je peux me permettre une remarque? Ça fait peur. Tu crois? Ben oui, c'est possible que ça fasse un peu peur. Quand tu regardes, par exemple, la photo du jeune à droite, bon, tu te dis, ouais, il n'a pas l'air d'avoir de trucs. Puis quand tu regardes à gauche… Ben oui. C'est peut-être un peu le but de faire peur, en fait. Non, mais de sensibiliser, en tout cas. Il faut quand même que les gens D'interpeller. prennent un peu de soleil. Je veux dire, il ne faut pas non plus les calmer. Enfin, je ne sais pas, mais… Si je peux. Ouais, ouais. Oui, juste je voulais signaler qu'effectivement, alors, ce n'est pas à l'échelle de la Suisse, c'est dans la région de Vaud, hein, dans la région alémanique, mais on a un projet qui démarre, effectivement, qui part un peu sur cette idée-là. Donc, on va faire de la photo UV, et puis on a acheté l'équipement alors, qui permet, avec les filtres, mais aussi celui qui permet de décompter de façon un peu objective les lésions de la peau. Donc, on a une métrique qui est associée à ça. Et puis, l'idée, c'est sur la base de ce diagnostic, effectivement, il y a un conseil personnalisé qui soit donné et que le cas échéant, alors ça, avec des critères de cut-off à définir, que la personne soit référée au dermatologue. Puis, c'est un projet qui est conduit avec des médecins du travail et des dermatologues. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une espèce de protocole d'intervention dans lequel on propose aux gens alors un petit questionnaire, parce qu'on fait derrière évidemment de la recherche avec ces indicateurs d'atteinte, mais un petit protocole dans lequel on a un questionnaire et puis on propose une photographie UV, et puis en fonction des réponses et en fonction de l'analyse objective de la situation, ils sont référés ou pas à un dermatologue. Et le résultat de ça, David, c'est prévu pour… Ben, ça va démarrer cette année, donc on devait démarrer il y a 2 ans, puis avec le Covid, ben, ça n'a pas été possible. Donc, mais c'est prévu pour fin de l'année prochaine. Ok. Bon, je peux poser une question? Ouais. Pardon. Je peux poser une question? Vas-y, Cécile. Parce que je ne connais pas du tout ça, en fait. Et donc en pratique, ça veut dire qu'en utilisant des filtres UV, il y a certaines anomalies de la peau qu'on peut voir en UV et qu'on ne voit pas en lumière normale, c'est bien ça? Non, ce n'est pas des filtres, c'est des anti-filtres en fait. On a enlevé tout ce qui filtrait les UV à l'optique pour ne laisser passer que les UV. Donc ta caméra perçoit, quand tu vois, notamment, tu comprends bien ici sur l'image avec la personne qui s'est crémée, la crème absorbe l'UV, donc elle ne réfléchit pas de lumière UV, donc ça apparaît noir. Et réciproquement, si elle avait les endroits qu'elle a oubliés, il n'y a pas d'absorption d'UV, donc ça apparaît blanc. D'accord. Et par contre, sur la photo du haut, ça fait transparaître des anomalies. Des taches qui absorbent le rayonnement UV, d'où le fait qu'elles apparaissent noires, et l'inversement. Donc en fait, c'est une absence de filtre UV que par nature, tout appareil photo a. C'est ça le et donc, ça fait ressortir des zones de la peau qui ont tendance à naturellement absorber ou pas les UV. Quoi. Exactement. Ce n'est pas forcément une anomalie en soi. Quoi. Ah ouais, moi, j'ai cru que c'était les anomalies, effectivement, j'ai eu peur. Je crois qu'on peut appeler ça des kératoses. David, tu peux confirmer ça peut-être, non? C'est peut-être plutôt le contraire, c'est que là où elles n'absorbent pas… Enfin, bon, j'en sais rien. Je suis pas non, les kératoses, on absorbe. C'est des mouvements de mélanine qui absorbent pour moi. Ouais. Il n'y a pas un dermato là qui reste? On dirait des taches, ça ressemble à des taches de rousseur, entre guillemets. Mais… Oui, plus ou moins, c'est ça aussi. Oui, les taches de beauté. Et c'est surtout pour les types de peau, 1 et 2, on voit ces taches de beauté très bien. Hein. Là, en plus, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est une peau de roue qu'elle a. Oui, et surtout, ouais, sur type de peau 1, ouais, ce sont surtout les gens avec la peau rouge et les yeux et les cheveux rouges aussi. Ils ont beaucoup plus de taches de beauté que les autres. Et sur les autres types, hein, par exemple en Suisse, donc on a maintenant 1 année d'expérience avec ce caméra et c'est pas toujours très, très facile à faire des belles photos.
et surtout des travailleurs qui ont travaillé toute leur vie dehors, la peau est complètement noire. Hein. On ne voit pas beaucoup de cette tache, mais c'est toute la peau qui est tellement bronzée que c'est tout à fait noir. Hein. Donc, c'est surtout pour les jeunes et les gens avec le type de peau numéro 1 et 2 qu'on voit très bien ces taches. Mais sur les autres qui ont passé beaucoup de temps au soleil, oui, c'est aussi impressionnant de voir aussi cet effet. Hein. Mais on va bien sûr, on va continuer, mais on a aussi remarqué que pour prendre des belles photos, il faut investir un tout petit peu. Donc, des fois, ça serait aussi bien d'avoir un photographe sur place parce que les photos les plus beaux sont aussi faits au laboratoire avec un lumière UV artificielle, avec un contraste un peu mieux. Oui. Merci, Roland. Philippe, tu voulais intervenir. Philippe Oui, Delpierre. je voulais juste poser une question, peut-être une petite question bête, mais ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Déjà, moi, je voulais dire que je trouvais que le concept était intéressant parce que je ne me suis pas présenté au début, mais les entreprises contre le cancer, un des volets de notre mission, c'est de faire de la prévention en entreprise. Donc, c'est une gageure bien souvent parce qu'effectivement, il y a ce caractère anxiogène et qui fait peur. Et il fait peur si on n'est pas bien accompagné, si on n'a pas un expert à côté pour rationaliser le propos. Donc, effectivement, je trouve que le concept fait peur visuellement, mais je trouve qu'avec une personne qui serait adéquate et qui explique vraiment bien le concept, le pourquoi, au contraire, moi, je trouve le concept assez intéressant, assez ludique. Et ça me plaît bien. Je connaissais, pareil, je découvre, moi, je ne connaissais pas. Et j'ai une question peut-être très bête, hein, très idiote. Mais quel résultat ça donne sur des personnes qui ont la couleur noire? Ça donne qu'ils ont la peau très noire. Non, mais on voit ou ça on va voir un peu comme tu vois sur la droite de l'image ici, quelqu'un qui s'est crémé de cela. Une nouvelle fois, la personne qui a la peau noire est chargée de mélanine. La mélanine absorbe, et elle est chargée, mais super chargée de mélanine. Et comme la mélanine absorbe l'UV, l'image paraît tout noire. Tu verras du mal. Ok, d'accord. Donc, on peut quand même l'utiliser sur ces personnes-là, je veux dire. Pourquoi pas, mais effectivement, ça, comme laissait entendre Roland, ça présente moins d'intérêt puisque l'intérêt, c'est de montrer les faits et donc les tâches qu'il peut y avoir. En tout cas, ça peut être c'est une approche que tu ne peux plus avoir. Non, parce que je pense que si on l'utilise, nous, dans notre réseau, et je pense que c'est une bonne idée, on va forcément nous poser la question et on va forcément arriver à ce truc-là. Donc, on en reparlera, mais très oui, clairement, bien sûr. Pour rejoindre ce que tu disais, pour l'instant, en tout cas, voilà, les idées que nous avons, ce n'est pas du tout de laisser le maniement de l'appareil tout seul, c'est de l'accompagner avec quelqu'un qui, d'abord, connaît bien son appareil, et donc c'est une belle photo, connaît bien le sujet, et donc capable d'en parler, et d'où la question que j'interrogeais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement possible par un dermato. Ouais, je trouve ça bien, hein, je trouve ça super, en tout cas. Bravo. J'avais juste un dernier commentaire là-dessus, c'est que effectivement, je trouve que ce qui n'est pas très simple là-dedans, c'est qu'il y a un mélange entre la protection et la lésion, entre guillemets. Le mélange, on le fait ou on ne le fait pas, c'est ça. D'un côté, voilà, c'est bien d'avoir le visage tout noir parce qu'on est plein de crème solaire, ou d'avoir une peau foncée qui protège. Oui, il faut vraiment expliquer. On ne renvoie pas. Et de l'autre, ça met en évidence des taches foncées qui ne sont pas forcément une bonne chose en soi. Donc, je pense que c'est pas hyper simple. Ouais, c'est peut-être mais c'est peut-être justement un bel outil de discussion aussi. Oui. Et je veux dire, c'est pas si simple que ça à interpréter, quoi. C'est un peu un mélange de différentes choses. On peut aussi dire que les taches noires, c'est déjà une autoprotection du corps, hein, parce que la production du mélanine, hein, c'est parce que la peau se protège. Hein. Et donc, ça, c'est la protection du corps, et la crème solaire, ça, c'est une protection artificielle. Hein. Mais les endroits que le corps a dû protéger, ce sont aussi les endroits les plus ensoleillés et les endroits qui sont avec plus de danger d'un futur cancer. Donc,
Oui, je pense que ça va très bien ensemble. Hein. Excusez-moi, non. Sujet à continuer de débattre. On fera un atelier spécialement dédié à la caméra UV. Cécile, il faut qu'on enchaîne. Cécile, Camille, il faut qu'on enchaîne. D'accord. Merci. Merci. Bon, après. Oui, donc détection précoce, et ben là, ça peut venir aussi en complément. Donc là, c'est de la prévention secondaire avec l'aide de dermatologues, éventuellement aussi d'éduquer à l'autosurveillance. Et détection mélanome et éventuellement détection mélanome ou cancer cutané non mélanome et éventuellement des MLA avec des tests simples qui peuvent se faire et probablement un accompagnement aussi d'ophtalmo qui pourrait ne pas faire de mal. Après, les EPI, donc la promotion, diffusion et évaluation de ces équipements de protection individuelle à destination des employés préventifs. On sait qu'on a des freins à leur usage, des EPI qui peuvent exister classiques, hein, on va dire, crème, chapeau, lunettes et crème solaire. Donc, bon, qu'est-ce qui freine à leur usage? On aimerait bien travailler là-dessus parce qu'on sait qu'il y a des freins relevant de l'aspect pratique de l'activité et des freins aussi psychologiques. Hein, selon les métiers et les profils psychologiques, on sait qu'on a des personnes qui sont assez réfractaires à l'usage d'eux. Donc, essayer de repérer ces freins et puis surtout de travailler à les lever, ces freins. Et également, voir de quelle façon des apports, comme ce que la SUVA a pu mettre au point en Suisse, hein, on les a aperçus, ces visières que vous voyez sur la gauche de l'image. On est persuadé que ça peut quand même apporter, c'est des choses qui peuvent se porter, et en particulier dans les conditions extrêmes et pour protéger les plus sensibles. Ensuite, on a l'idée de développer une application mobile donc, qui permettrait de connaître, paramétrer son type de peau, de pouvoir aussi afficher l'indice UV max prévu heure par heure ou en temps réel et d'émettre des recommandations personnalisables. Et donc, voilà, c'est une application qui existe déjà. Elle a été faite par des Australiens sur la base de prévisions d'UV qui sortent de Copernicus. Sauf que pour l'Australie, je crois qu'ils n'ont pas trop prévu de faire des entrées par type de peau, je suis même sûr. Ce qui fait un peu sens en Australie, où on a 24 millions de personnes qui ont le phototype 1 ou 2 sur 25 millions de personnes en tout. Pour des pays d'Europe comme la France, où on a des diversités de types de peau. Il nous semble en tout cas que c'est un passage obligé de permettre à l'utilisateur de l'application de pouvoir d'abord paramétrer son type de peau et de recevoir ensuite des informations personnalisées. Donc, si on peut lui envoyer des indices d'UV et des recommandations adaptées à cet indice d'UV et à son type de peau, c'est un peu ça le but ultime. Ensuite, donc les animations vidéo, donc avec plusieurs versions possibles à destination des employés et aussi à destination des préventeurs, et sous plusieurs formes possibles aussi, didactique, ludique, documentaire, voilà, pour mettre en avant les messages clés de prévention. Pour des diffusions qui peuvent être un peu massives, là, notamment par des reprises de ces supports par les centres de médecine du travail ou dans les entreprises même. Et enfin, les outils print. Alors là, ça peut être des documents individuels, collectifs, qui permettent d'afficher l'index UV prévu, de diffuser des conseils et plus globalement de sensibiliser et informer. Et merci Camille. Voilà. Bon, il est 32, on avait promis 14h30, mais nous sommes là et tous ceux qui sont encore là et qui veulent discuter maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez rebondir encore une fois sur la caméra UV, c'est un vrai outil. Bonjour. Merci Cécile. Christine Prolacette. Oui, bonjour. Ça va, oui, Christine? Oui, ça va. Je trouve ça très, très intéressant parce qu'au-delà, en fait, d'une utilisation de tous ces outils auprès en termes d'exposition professionnelle qui peuvent intéresser les personnes en exposition professionnelle, ça peut aussi vraiment être utilisé en tout public. Et moi, ça m'intéresse particulièrement puisque l'ACEP porte une action de prévention des risques solaires depuis 2009, donc auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. On essaie de faire de la prévention de 3 ans sans
sans limite d'âge après. Et donc, on voit souvent les personnes en prévention. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des outils nouveaux. Et moi, je voyais plutôt tout ce qui est escape game, la borne interactive, la caméra UV. Escape game, caméra UV, c'est vraiment auprès des jeunes, quoi. C'est vraiment important auprès des jeunes. Parce que bon, on sait que les jeunes, le risque, ils ne le ressentent pas, quoi, le risque auprès de la santé. On veut vraiment aller sur les dommages cutanés. Le vieillissement de la peau, des choses qui soient plutôt ludiques, c'est vraiment important. Et puis, la borne interactive, elle est intéressante puisque nous, voilà, on va porter un projet on va essayer de porter un projet auprès des collectivités territoriales pour qu'elles mettent en place des environnements favorables à la santé. Et bon, je pensais donc nous, on est en Franche-Comté, donc on borde le territoire qui est frontalier avec la Suisse et le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel. On a aussi des problématiques de moyenne montagne avec des endroits où il fait très frais et avec des personnes qui ne ressentent pas en fait le danger des rayonnements UV. Et surtout, que je ne sais pas si vous avez cette problématique en Suisse, c'est que nous, par exemple, la station de Métabier, du côté de Pontarlier, est en train de développer le sport d'été, puisqu'ils sont en train de voir toutes les problématiques de réchauffement climatique et en faisant plus d'activités l'été que l'hiver. Et donc, on voudrait proposer ce projet, enfin, je ne sais pas s'ils seront d'accord, mais on va bientôt regarder avec qui on va travailler en termes de prévention solaire auprès des collectivités territoriales. Ces bornes interactives sont très intéressantes. Oui. Écoute, moi, je voudrais te remercier pour cette intervention parce qu'elle m'inspire vraiment cette idée que faut probablement aussi intégrer dans notre stratégie là, qui cible les professionnels cette autre composante qui est le fait de ne pas travailler en silo parfaitement fermé. On serait à travailler la prévention auprès de professionnels exposés au soleil et on s'interdirait du coup de toucher d'autres publics. Je crois qu'au contraire, au moins dans certains domaines ou sur certains environnements. Typiquement, tu parles des collectivités locales. Les collectivités locales, elles sont les employeurs d'animateurs de centres aérés, d'animateurs sportifs. Tu parles de ce mouvement qui vise à rebooster les pratiques sportives l'été dans les stations de moyenne montagne, par exemple. Il y a de l'animation qui va avec ça. Et donc, pour moi, ces publics-là vont être très exposés au soleil. C'est le but même de cette action que d'identifier à quel point elles sont exposées en plus et puis à quel point il y a un risque particulier pour elles. Moi, je suis persuadé, notamment, tu discutais des ados, par exemple, qu'il y avait un moyen de convaincre. Moi, j'ai été frappé un jour d'une intervention que j'ai faite auprès d'animateurs de l'UCPA, des animateurs en formation de l'UCPA, donc des 16-18, à qui j'ai surtout expliqué comment faire de la prévention, comment animer des jeux avec des petits, des enfants. C'est des animateurs qui se destinent à encadrer le travail de 6-12 ans. Donc, je leur ai présenté toute une série de jeux, etc. Et ensuite, j'ai été un peu surpris, mais très agréablement, de voir certains d'entre eux venir me montrer des grains de beauté qu'ils avaient sur le bras. Et ça, c'est le signe que, alors que je ne leur avais pas dit du tout, je n'avais même pas cette idée-là, que ça puisse avoir cet effet-là. Et voilà, c'est pour dire que probablement qu'une partie de la population que nous visons, ces travailleurs d'extérieur, en leur parlant du boulot, de la mission ou de ce qu'ils peuvent faire pour sensibiliser les personnes auprès de qui elles sont l'été, par exemple, on doit pouvoir aussi faire le lien et relier donc aux risques qu'on cherche à prévenir sur elles-mêmes. Et en plus, on peut penser qu'il y ait quand même une logique de moyens aussi, d'économie, de mutualisation de moyens qui soit un peu pertinente dans l'espèce. Donc franchement, moi, je serais ravi de vous accompagner autant qu'on le peut là sur les expériences que vous allez mener, qu'il s'agisse d'escape game, de bornes ou autres, de voir de quelle façon on peut articuler tout ça. Ce serait, à mon avis, vraiment intéressant, peut-être pour s'apercevoir que finalement ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas préfigurer du résultat, mais en tout cas, la méthode me paraît intéressante à au moins investiguer. Et pour ce qui est en fait des professions, enfin toutes ces expositions professionnelles, nous, il se trouve qu'on est référencé au niveau de notre action prévention solaire, donc on est référencé au niveau du
réseau régional d'appui à la prévention, promotion de la santé de la Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a un financement ARS Bourgogne-Franche-Comté. Et maintenant, on est présent dans pratiquement tous les contrats locaux de santé. Et on a une zone avec beaucoup de professions viticoles. Et l'idée, ce serait de mettre une action qui rejoindrait la prévention solaire auprès des viticulteurs sur ce contrat local de santé-là, mais faire aussi une action tout public. En fait, ce que vous proposez en termes d'outils, ça pourrait très bien en fait cibler. On pourrait aller dans les entreprises, chez les viticulteurs, mais on pourrait très bien conclure cette tournée en entreprise par une action tout public auprès de toute la population, quoi. Bien sûr. Écoute, à réfléchir. Merci. On a un petit peu explosé notre temps. David. Oui, si j'ose. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs personnes du domaine de l'ophtalmologie dans le groupe. Je trouve ça très intéressant que la discussion s'ouvre à ce champ-là qui était historiquement beaucoup moins développé, à mon avis. Puis je voulais juste signaler qu'on a une thèse en cours sur ce sujet-là, alors qui est un peu pointu, hein, bon, qui est un peu technique, mais avec des finalités qui sont quand même assez pratiques. C'est qu'on a cet outil de modélisation du corps humain où on essaie de regarder la variation anatomique en fonction des circonstances d'illumination, au fond. Ouais. Et puis, on veut étendre la réflexion à l'œil. Alors, il existe des modèles pour la propagation des rayons lumineux dans l'œil, mais curieusement, ils ne sont pas tellement couplés ou assez peu couplés avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on va utiliser le modèle 3D surfacique du visage et puis injecter ces rayons lumineux dans le modèle 3D de l'œil pour regarder ce qui se passe au niveau des tissus, puisque dans l'œil, on est évidemment dans une autre problématique, c'est qu'on est à l'intérieur des tissus, donc avec une question d'atténuation des différents spectres lumineux. Donc, il y a une thèse en cours là-dessus. Si un jour ça vous intéresse, ou s'il y a des gens qui sont dans ce domaine, on vous envoie volontiers le projet ou on présente quelque chose là-dessus. Volontiers. Merci beaucoup, David. Juste une demande peut-être sur l'action précédente dont tu nous as parlé, celle qui met en scène la caméra UV, servant notamment au comptage des lésions. C'est un sujet, moi, qui me semble vraiment très, très intéressant. Si tu avais une petite fiche avec le nom du promoteur, du porteur du projet ou assimilé, on pourrait la glisser dans le petit répertoire qu'on mettra à la disposition de tout le monde. OK. Quand tu veux. Je vais essayer de te trouver ça. Oui. Bah, c'est un projet qui est porté par Unisanté et qui est financé par la Direction générale de la santé de la région. Génial. Merci beaucoup d'avance, David. Madame Bost, vous voulez intervenir, je crois. Oui, je me permets de dire un tout petit mot pour le maritime, mais je pense qu'on échangera ensuite dans un autre temps. Sur le maritime, on a plein de pistes de travail, en fait, parce qu'on a la partie des visites médicales qui sont obligatoires tous les ans ou tous les 2 ans, donc on va pouvoir faire l'évaluation éventuellement, enfin on le fait déjà, cutanée et ophtalmo, parce qu'on vérifie aussi l'acuité visuelle. Je ne sais pas si ça suffit, il faudra qu'on en rediscute avec les ophtalmos. En plus, on intervient dans les lycées auprès des jeunes pour des formations, et notamment une formation qui s'appelle hygiène et prévention des risques. Donc, lycée professionnel, Emmanuel ? Oui, lycée professionnel maritime. Ah, super. Et on a aussi des formations auprès des marins eux-mêmes, ceux qui ont de la formation continue, où on a aussi prévention des risques dans ce cadre-là. Et par ailleurs, je pense qu'au niveau épidémiologique, si on arrive à mettre en place quelque chose, ce sera vraiment super intéressant. Ça va être compliqué, mais ce sera intéressant. Et on a des partenaires. On a l'Institut maritime de prévention qui est à Lorient, justement, qui travaille déjà sur des actions. Et puis, on aura peut-être l'ENIM, le régime social des marins. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pistes de travail. Nous, en plus, Emmanuel, le secteur scolaire nous intéresse particulièrement. J'en ai dit vraiment trois mots en tout début de présentation. On touche surtout les jeunes à l'école primaire, mais on s'étend actuellement au secondaire. Et donc, cette piste d'un travail sur des lycées professionnels maritimes m'intéresse vraiment doublement. D'accord. On en reparlera effectivement. Oui. Hervé Vissot, Monsieur Vissot, vous vouliez intervenir ?
Non, j'ai très intéressé par toutes ces données. On sait que on a vu les conclusions sur une attente par rapport à la législation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, seulement les UV d'origine artificielle sont spécifiquement réglementés par le Code du travail. Néanmoins, les principes généraux de prévention des risques s'appliquent à tous les risques, et la partie UV naturelle pourrait très bien rentrer dans ce scope-là. Par rapport j'ai fait une réflexion par rapport aux caméras UV là. Attention à la limite sur les données de santé, parce qu'effectivement, si c'est utilisé à bon escient et que ça fait du diagnostic, ça rentre sous le coup du domaine médical et la présence du médecin. Enfin, suivant ce qu'on en fait, il faut faire attention à ne pas être dans l'exercice illégal. Enfin, voilà. C'est juste une petite précision. Attention à la manipulation de données de santé, mais je pense que vous êtes bien au fait de tout ça. Ça ne mange pas de pain de le rappeler. Voilà, en gros, les commentaires que je voulais faire. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Florian, tu voulais dire un mot? Non, c'était Roland Krichek. Voilà. Roland, vous êtes là? Non, Roland n'est plus là. Oui, je suis là. Oui, alors oui, j'avais une question sur cette borne. Je n'ai pas bien compris le concept. Donc, c'est une unité mobile que vous apportez à certains points, et puis après, c'est pour chacun, peut intervenir avec. Et combien de ces bornes donc existent déjà, ou je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas encore. Alors, elle est produite par une start-up avec laquelle nous travaillons, donc je ne suis pas en mesure vraiment de répondre à votre question. Je sais qu'il y en a une dizaine actuellement utilisées par la Fondation luxembourgeoise contre le cancer sur des sites type espace vert, plan d'eau. La borne, on lui fait faire à peu près ce qu'elle veut. Elle comprend un écran qui permet d'interagir avec l'utilisateur, qui lui permet notamment, en tout cas c'est ce que nous, on a l'idée de lui faire faire à cette interface via l'écran, un petit quiz pour permettre de renseigner et de déterminer son type de peau, une application qui permet donc de prendre connaissance des indices d'UV, que ce soit des indices d'UV en temps réel ou des indices d'UV modélisés, d'émettre évidemment des conseils, ça c'est la partie écran. Et puis, la borne en elle-même contient, là, aujourd'hui, c'est le prototype qu'on a montré, 2 petits réservoirs qui permettent de distribuer de la crème et du gel hydroalcoolique. Et dans le toit, ou sur le toit plutôt, possibilité donc de mettre un capteur qui mesure en temps réel et pour cause et sur place l'indice d'UV. Ah, d'accord. On pourrait aussi inclure le caméra UV là-dedans, par exemple. C'était prévu, mais je crois que les difficultés que tu évoquais au départ sont assez rédhibitoires pour cela. C'est-à-dire qu'il faut des conditions de luminosité pour avoir des effets qu'on a observés sur les belles photos que Camille nous a montrées. Pour peu que le soleil ne soit pas au bon endroit, pour peu que ceci ou cela, je pense que malheureusement, pour l'instant, la technologie demande encore à ce que ça soit mieux maîtrisé que simplement embarqué. Mais bien sûr que sur le papier, ce serait vachement intéressant de pouvoir le faire, notamment pour montrer les surfaces qui ont été correctement créées. Est-ce que c'est la borne Sonicare? J'ai rapidement absolument, recherché. c'est Sonicare. Ok. D'accord. Et est-ce que je peux demander combien coûte une borne comme ça? Écoute, je ne saurais pas dire parce que pour l'instant, on est surtout sur des prototypes, donc c'est plusieurs milliers d'euros. Mais il y a des formules à la location, et puis après, ça dépend évidemment du nombre qu'on souhaite, du niveau de personnalisation qu'on veut. Donc voilà, mais ça tourne autour de milliers d'euros ou de centaines d'euros pour des locations. Et je sais qu'ils en louent à l'occasion d'événements. Et après, c'est prévu pour les entreprises qui commandent ces bornes ou comment? Pour l'instant, moi, je n'ai rien prévu du tout, à part que c'est une piste qui me semble mériter une réflexion. Et donc, un des travaux qu'on va mener dans l'année qui vient, c'est justement de voir s'il y a des entreprises que ça intéresse et construire avec elles un modus operandi qui apparaîtra à tout le monde comme pertinent, en tout cas méritant d'être étudié
Notre objectif étant aujourd'hui non pas de déployer tous azimuts toutes les pistes qu'on vous a montrées, mais de cibler quelques territoires, de cibler quelques entreprises ou secteurs et de mettre en place ces actions après les avoir réfléchies ensemble avec les professionnels du secteur, bien évidemment, avec les gens qui s'y connaissent mieux que nous en médecine du travail, et puis de mettre en place des protocoles qui permettront de bien évaluer les choses et de dire à l'issue de ça, si c'est pertinent, si ça vaut le coup d'être généralisé, d'imaginer une politique de diffusion plus large. D'accord, d'accord. Ouais, c'est la même chose avec la caméra, j'imagine, hein. Pareil, tout pareil avec Ouais, tout. En fait. ouais, On en ouais. est là aujourd'hui. D'accord. Merci. Non, merci à vous, Roland. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce que j'avoue, comme on est encore nombreux, je n'ai pas l'image de tout l'écran. Alors, j'ai l'impression que non. Jean-François, un petit mot court? Juste pour dire que j'ai beaucoup apprécié. Eh ben, écoute. Aussi bien les différents exposés que le projet. Bon, je n'ai pas voulu intervenir non plus un petit peu à tout bout de champ, mais effectivement, cette approche, par exemple, qu'on vient d'évoquer de la caméra UV, elle n'est pas tout à fait récente, hein. Les Australiens avaient testé ça il y a déjà un certain nombre d'années. Et ce que je voulais dire en réponse aussi à M. Vissot, c'est pas dans le domaine du diagnostic, hein. L'idée, c'était de montrer, en particulier à des gens à peau claire, hein, que alors qu'a priori, ils ont l'air parfaitement normaux, superbes et tout, en réalité, ils ont déjà un certain nombre de lésions. Voilà. C'est vraiment conçu comme un outil de prévention et comme un outil d'alerte. Et en particulier aux gens à peau claire. Donc, c'est les Australiens qui avaient été les premiers à développer ça. Donc, il y a effectivement, moi, je suis très content de voir, bon, je suis un ancien président de Sécurité Solaire, de voir cette évolution que je trouve extrêmement positive. Ce que je peux rajouter, c'est que donc l'OMS est en collaboration avec le Bureau international du travail, enfin, ils sont voisins côte à côte à Genève, ont décidé il y a déjà quelque temps d'avoir des actions conjointes sur justement la prévention solaire au travail. C'est un des axes, alors qui nous avait été demandé aussi dans le cadre de sécurité solaire, hein, puisqu'on est centre collaborateur de l'OMS, de travailler. Alors en ce qui me concerne, l'information n'est pas complètement secrète. Je suis à l'heure actuelle président d'un groupe de travail de l'ANSES sur les procédés cancérogènes au travail et on a bien l'intention d'inclure le risque d'exposition solaire. J'ai noté avec intérêt, je ne le savais pas, qu'en Suisse, les cancers cutanés non mélanomes sont considérés comme une maladie professionnelle. En France, on a eu, mais j'ai bien noté. Donc, comme en Allemagne. En Allemagne, oui, mais en Suisse, je ne savais pas. Je savais que ça avait été le cas en Allemagne. Bon, et quelle est la forme de mélanome qui est considérée comme maladie professionnelle en Suisse? Alors c'est le basalium, le spinalium qui est reconnu et et une forme du mélanome, c'est le... Ah, attendez, je vais vite regarder, je vais vous donner la réponse. Juste un instant. C'est le lentigo malin, enfin non, le mélanome. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Okay. c'est celui-là. Oui, tout à fait. Mais Okay. uniquement s'il est sur un endroit ensoleillé, hein. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il a effectivement une distribution anatomique qui est plutôt sur le visage. Bon, épidémiologiquement, il est plutôt associé à une exposition cumulée au soleil, contrairement justement au mélanome à extension superficielle qui est plus associé à une exposition intermittente. Et il est peu fréquent, Jean-François, tu me confirmes? Hein? Il est peu fréquent. Il est peu fréquent. C'est le moins méchant et peu fréquent. C'est rare. Et j'avais juste une question par rapport à ça. Comment vous arrivez à faire la part des choses entre l'exposition qu'il aurait pu prendre en allant à la plage et celle qui relève seulement du travail? Excellente question.
excellente question. Vous avez des Parce que dosimètres? Non, mais je ne sais pas. Toute la non, question. non. Alors, dosimètre ou autre, enfin bon, j'ai entendu. Je ne sais pas, hein, c'est une question, je ne suis pas spécialiste du domaine. Et Non, voilà. non, mais c'est Pour clair. le législateur, c'est important de… Ben, bien sûr, le débat, c'est oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce sont des expositions professionnelles et pas des expositions récréatives? Bon, alors les approches, effectivement, dosimètre, c'est une approche, mais on ne va pas porter un dosimètre toute sa vie sans arrêt, etc. En plus, le dosimètre, il a un certain angle de vue, donc il va souvent Oui, c'est ça, réfléchir mais il y a toute la métrologie associée. Oui. à toute une métrologie associée. Bon, je ne vais pas développer ça parce que David et puis Colette, on connaît bien ça. Là, on est en train de, on vient d'avoir un papier accepté avec Colette et auquel Pierre était associé sur justement de climatologie UV qui montre bien que quand on fait des mesures, c'est sur un plan horizontal, mais qu'après, il y a le diffus et autres, c'est assez compliqué. Et effectivement, faire la part des expositions, je vais dire intentionnelles, récréatives, et puis des expositions subies professionnelles, c'est un sujet extrêmement difficile. Un bon moyen de reconstruire des expositions, c'est l'utilisation de données satellites. Parce qu'on ne va pas faire porter un dosimètre en permanence aux gens. Mais donc, j'ai vu ça. Non, j'ai été très intéressé par l'ensemble du webinaire, mais je suis très conscient de la difficulté qu'il y a à faire prendre en compte une exposition professionnelle alors que cette exposition, elle peut parfaitement avoir lieu dans le cadre de l'activité normale. Parce qu'aujourd'hui, quand on réglemente, pour un peu pimenter les débats, aujourd'hui, quand on réglemente, on met des valeurs limites d'exposition. Si on n'est pas capable de pouvoir apporter cette mesure individuelle, on va avoir difficulté. La deuxième approche que je voyais, c'est de dire, il y a un indice UV. On pourrait dire, enfin, je suppute, hein, on dit, dès que tel indice UV est dépassé, on impose à l'employeur de prendre les dispositions. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Parce que non, c'est très… des indices UV bas et puis avoir une conséquence plus importante. Ouais. Enfin, voilà, c'est très difficile. Hein. Je crois que la première chose, c'est prendre en compte le fait que les expositions professionnelles au soleil doivent être, disons, prises en compte et qu'on doit développer un certain nombre de moyens de prévention. Mais après, ça me paraît extrêmement difficile de fixer des limites, hein, des valeurs limites d'exposition. Bon, c'est courant pour ce qui est des produits chimiques, etc. Mais là, c'est extrêmement difficile, d'autant que tout va dépendre aussi des circonstances. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le rayonnement direct, ça peut être le diffus, ça peut être la réverbération, la réverbération, enfin l'albédo et autres. Donc, non, je suis très conscient de la difficulté. D'accord. Merci. Je ne sais pas si on sera en relation dans le cadre de cette expertise ANSES, mais… Non, mais oui, voilà, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends aussi pourquoi on n'a pas légiféré jusque-là. C'est pas si simple, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est très très loin d'être simple et d'ailleurs les tribunaux, j'allais dire, sont remplis, ce serait exagéré. On a en France un cas célèbre d'un monsieur qui étalait du bitume sur les routes et qui a fait des cancers cutanés. C'est quoi? C'est le soleil ou c'est le bitume, hein? Bon, et il est clair que pour les tribunaux… Ou les vacances. Ou les vacances. Mais même déjà dans l'activité professionnelle, est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est le bitume? On a le même problème avec le radon et les fumeurs, hein, vous savez, voilà. Hein. Oui, non mais… Des fois, c'est pas évident, mais on arrive à légiférer, des fois moins, quoi. Mais c'est un des sens… non, mais je veux dire que le radon, c'est presque plus facile, parce que le radon, il n'y a pas beaucoup d'autres sources naturelles que l'endroit où on vit. Non, mais je suis d'accord. Et l'étage où on habite, au 3e étage, il n'y a pratiquement plus de radon. Alors que si vous êtes… on est bien d'accord. Non, mais c'était un exemple pour le mettre en exergue vis-à-vis des fumeurs. Parce que c'est souvent les mêmes pathologies qui se recoupent. Bien sûr. On a difficulté de faire la part des choses. Mais effectivement, j'ai pris cet exemple pour expliquer Oui. Deux petites choses quand même en réponse à ça. L'étude que vont mener Audrey et Cécile va nous apporter des éléments, c'est-à-dire qu'on aura des éléments statistiques qui permettront quand même de voir à quel point
Pathologie par pathologie, il y a une majoration du risque selon qu'on pratique tel ou tel métier à tel ou tel endroit. Donc, ce ne sera pas une réponse ferme et définitive qu'on ne pourra jamais avoir de façon précise parce qu'une nouvelle fois, la métrologie serait la seule solution et cette métrologie est quasiment impossible. Et on va prendre l'exposition. Pardon. Et on va prendre l'exposition aussi. Non, mais ce qu'elle a très bien dit, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'études épidémiologiques. La revue de Modenez, elle n'en cite que quelques-unes où on a pu approcher une estimation des doses, dont celle qu'on avait menée avec David Vernez il y a quelques années. Mais c'était une étude avec des moyens locaux justement pour mesurer les expositions. Mais sinon, c'est vrai que on peut ressortir. Ce qu'on avait ressorti, c'était un certain nombre de professions un peu inattendues. Par exemple, les transporteurs. En général, on dit toujours c'est les marins et les agriculteurs qui sont exposés. On s'est aperçu que les transporteurs, les postiers, finalement, étaient des gens relativement exposés. Mais non, c'est pas simple. Hein. OK. Écoutez, il est 15 heures. Merci beaucoup d'abord à tous. On a perdu quelques-uns en route, mais c'était attendu vu la prolongation des débats. À tous les intervenants et tous les participants, encore une fois, merci beaucoup. Camille revient vers vous prochainement, pas dans les heures ni forcément les tout prochains jours, mais semaine prochaine au plus tard, avec un lien qui vous permettra d'accéder à l'enregistrement si vous voulez reparcourir les échanges en vidéo, je veux dire, ainsi que les documents pour tous les intervenants. N'hésitez pas, mais ça, on a noté a priori que vous étiez OK pour qu'on les mette sur ce drive-là. Et puis, le document de David Vernez, là, qui paraissait vraiment intéressant sur cette initiative caméra UV et utilisation de la caméra UV en comptage. Et d'autres choses, si certains d'entre vous veulent partager des éléments, n'hésitez pas à les communiquer également, on les mettra volontiers là-dessus. Merci encore. À très vite pour des échanges bilatéraux ou multilatéraux. En tout cas, très bonne fin de journée, très bonne semaine à tous. Prenez bien soin de vous par les temps qui courent. L'épidémie est sans doute en train de redescendre un petit peu, mais… À Paris, mais pas ailleurs. C'est vrai, si, non, ça redescend ailleurs aussi. C'est bon. On est sur la bonne pente. Même en Bretagne, ça redescend, j'ai l'impression. C'est un haut de plateau en Bretagne encore. Voilà. Bon. Et ça va redescendre bientôt. Allez. Merci beaucoup, bonne journée. Un grand merci à vous tous. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.